Bonjour à tous de nouveau. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce webinaire qui va durer 1 heure à propos de la dernière étude de FNEJ dont vous voyez le titre sous les yeux. Je remercie déjà par avance les intervenants qui ont co-rédigé cette étude. Je les remercie d'autant plus que cette étude, la FNEJ publie une étude chaque année et cette étude a été réalisée à leur initiative puisque les différents auteurs sont venus me voir pour me proposer, nous voir à l'IFNEJ pour nous proposer cette étude et très franchement, je n'en aurais pas eu l'idée par moi-même. Mais en revanche, j'ai bien compris tout l'intérêt que pouvait représenter cette étude et aujourd'hui, cette étude est achevée et pour ceux qui éventuellement ont déjà pu la lire, et je rappelle qu'elle est téléchargeable sur le site de la FNEJ, vous pouvez voir qu'elle est d'un grand intérêt et si vous l'avez pas encore lu, j'espère que ce webinaire aujourd'hui vous donnera envie de lire l'étude. Un petit point d'ordre avant de démarrer, deux petits points d'ordre avant de démarrer. Nous sommes sur Zoom, nous sommes en format webinaire, ce qui signifie que vous ne pouvez pas intervenir oralement directement. En revanche, vous avez dans la barre du bas Q&R ou du haut, je ne sais pas comment ça se présente sur votre écran, et vous pouvez poser des questions par écrit par cet intermédiaire, y compris pendant la présentation initiale. Et je jouerai le monsieur Loyal pendant cette présentation, donc je reprendrai vos termes, éventuellement pas forcément dans l'ordre dans lequel les questions ont été posées. Il pourra m'arriver de regrouper des questions lorsqu'elles me semblent convergentes et appeler une réponse d'ensemble. Donc voilà. Alors il y a un écho sur le son. Je ne sais pas si c'est ressenti par tout le monde, mais a priori peut-être que quelqu'un n'a pas coupé son micro parmi nous. Donc on va essayer de résoudre le problème. Et de toute façon, je vais bientôt m'arrêter de parler, donc ça va résoudre, si ça vient de chez moi, le problème directement. La deuxième information, au-delà du fait que pour poser les questions, vous devez utiliser le Q&R, c'est le fait que ce webinaire est enregistré et que vous pourrez voir à partir de demain, ou en tout cas d'ici la fin de la semaine, l'enregistrement de ce webinaire sur la chaîne YouTube de la FNEJ. Donc si vous avez un point que vous n'avez pas bien compris, que vous n'a pas apporté la réponse souhaitée concernant ce point particulier, eh bien vous pourrez regarder de nouveau, et puis pour ceux qui n'ont pas pu assister, ils auront l'occasion de regarder le webinaire en différé sur la chaîne YouTube de la FNEJ au plus tard à la fin de cette semaine. Et j'ai déjà beaucoup parlé, puisque vous êtes venus pour entendre, non pas moi, mais les auteurs de l'étude, et je passe tout de suite la parole à Anaïs Boutru, qui va introduire l'étude en elle-même. Merci. Merci beaucoup Jérôme, bonjour à toutes et à toutes. Donc lors de ce webinaire, nous commencerons par nous présenter, puis nous expliquerons les raisons qui nous ont conduits à mener cette étude. Nous donnerons ensuite à voir la démarche méthodologique que nous avons suivie avant de présenter les recommandations qui sont issues des résultats de l'étude. Et puis, on terminera ce webinaire en vous donnant envie d'en savoir encore plus. Alors, je vais commencer par me présenter. Je garde le micro. Donc, je suis Anaïs Boutru, maître de conférence à l'université Paris-Dauphine depuis 4 ans maintenant. Et puis, précédemment à cette carrière dans l'enseignement et la recherche, j'ai travaillé dans la grande distribution pendant une dizaine d'années sur des fonctions de catégorie management et d'achat. Bonjour, Anne-Laure Delaunay, je suis maîtresse de conférence à l'Institut Mines Télécom Business School en transformation digitale et technologie émergente. Et avant cela, j'ai travaillé plus de 10 ans comme contrôleuse de gestion et chef de projet IT sur différents secteurs. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sylvain Delmas, je suis professeur associé à l'IPAC Business School depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Et avant cela, j'ai occupé des fonctions dans différents départements de market research dans des grandes entreprises pendant environ 25 ans. Bonjour à tous, Marie-Pierre Vasselet, je suis maîtresse de conférence à l'université de Tours depuis 2023. Avant cela, j'étais responsable éditoriale dans l'édition universitaire de gestion management pendant plus d'une quinzaine d'années.
Bonjour à toutes et à tous, Norélia Voiseux. Moi, je suis praticienne dans le domaine de la RSE et du développement durable depuis une quinzaine d'années. Et au fil de mon parcours, j'ai eu le plaisir d'épouser une brève carrière dans le monde académique, à travers une thèse en sciences de gestion suivie d'un post-doctorat, avant de finalement revenir au monde de l'entreprise où j'exerce désormais en tant que responsable RSE dans le domaine de la mobilité. Alors tout d'abord, on va présenter pourquoi nous avons réalisé cette étude. Donc le point de départ est assez simple. Nous constatons dans toutes les sciences, pas forcément juste les sciences de gestion, une désaffection pour le doctorat avec une baisse du nombre de doctorants. Alors la spécificité des sciences de gestion réside cependant dans le constat que le besoin en enseignement dans la discipline continue de croître fortement. Rappelons qu'aujourd'hui, 1 étudiant sur 5 en France suit une formation en management. Dans ce contexte, les praticiens devenus chercheurs ne constituent ni une exception ni une solution miracle, évidemment, mais un vivier réel, déjà présent. Nous estimons d'ailleurs que un enseignant-chercheur sur 6 relève de ces parcours de deuxième carrière, ce qui n'est quand même pas négligeable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par praticien devenu chercheur? On entend en fait des praticiens qui ont exercé au sein d'une entreprise hors académique pendant au moins 5 ans. Donc, on exclut l'alternance, les tests CIFRE, le moment de doctorat également, et qui se dirigent clairement vers une carrière académique dans le cadre d'une reconversion, ce qui exclut aussi du périmètre les DBA. L'enjeu de l'étude est avant tout de mieux documenter les trajectoires qui s'inscrivent pleinement dans la communauté académique, tout en présentant certaines spécificités que nous allons vous présenter. Rendre visibles ces trajectoires, c'est aussi permettre une discussion collective qu'on a envie aussi d'avoir avec vous tous, sur ce que nous valorisons dans notre communauté, quelles compétences, quels apports, quelle forme de continuité entre monde professionnel et monde académique. Bien, donc pour mieux cerner la population des praticiens devenus chercheurs et comprendre leur parcours, notre étude s'est appuyée sur 3 approches. Alors, dans un premier temps, nous avons cherché à estimer la proportion des PDC sur une cohorte de docteurs. Et pour ce faire, nous nous sommes appuyés sur les docteurs de l'année 2020 dans la base de données FNEJ, ce qui correspondait à 265 docteurs dont la date de naissance était renseignée dans ce fichier. Alors pourquoi est-ce que nous avons pris 2020 ? Parce que l'on peut raisonnablement penser que les docteurs de cette année-là, 2020, qui souhaitaient intégrer la carrière d'enseignant-chercheur ont réussi à trouver un poste en 2025. Puis nous avons fait une recherche systématique sur LinkedIn pour tous les docteurs de cette même base qui cette fois étaient âgés de plus de 32 ans au moment de la soutenance en 2020 pour tenir compte donc de notre définition des PDC. Et nous avons là 147 docteurs. Donc ce premier élément nous a permis effectivement, comme le disait Anne-Laure, d'estimer à 1/6 le nombre de PDC sur la cohorte des 265 docteurs de 2020. Et quand on se focalise sur les docteurs de plus de 32 ans, eh bien là, on arrive à une proportion de 30% de PDC. Dans un second temps, nous avons réalisé une étude quantitative avec l'envoi d'un questionnaire auprès de la communauté FNEJ entre janvier et mars 2025. Nous avons collecté 196 réponses qualifiées, en majorité des PDC à hauteur de 63%. Cela nous a permis d'une part de comparer les profils de PDC par rapport aux non-PDC, et d'autre part, grâce à une méthode d'algorithme de classification non supervisée, nous avons identifié 3 profils de motivation des PDC, l'un plutôt orienté recherche, l'autre plutôt dans la recherche d'une quête intellectuelle, et un troisième un peu équilibré. Alors, avec le volet qualitatif, nous souhaitions rentrer un petit peu plus dans le détail des parcours et puis des ressentis, des difficultés rencontrées. Donc, nous avons interrogé 13 PDC, donc praticiens devenus chercheurs en poste, dans le cadre d'entretiens semi-directifs. Les répondants ont globalement été recrutés parmi notre réseau personnel, en majorité, mais pour quelques-uns aussi via LinkedIn. Donc, parmi ces 13 personnes interrogées, il y a 6 hommes et 7 femmes, 8 universitaires, 5 enseignants-chercheurs en école. Toutes les disciplines de la gestion sont concernées. 7 personnes avaient plus de 50 ans, 6 avaient moins de 50 ans, et les anciennetés comme enseignants-chercheurs et auparavant comme praticiens pouvaient être assez variables, de quelques années à quelques dizaines d'années dans certains cas.
Les entretiens ont ensuite été codés en double aveugle. Et nous avons abouti à des résultats. Et dans l'étude, vous verrez que nous proposons pas mal de verbatim assez longs, car il nous semblait intéressant de laisser parler ces personnes d'eux-mêmes. Bien évidemment, ces personnes sont restées anonymes. Mais nous avons aussi interviewé 5 directeurs de recherche de notre réseau et nous proposons également de nombreux extraits de ces entretiens qui, cette fois, ne sont pas anonymes. Les personnes ont donné leur accord pour être nommées. Voilà, donc ces données qualitatives nous ont permis de spécifier davantage les différents profils de motivation et d'analyser les spécificités de ces personnes pour la recherche. Donc, elles sont présentées en 3 grandes parties dans l'étude. D'abord, par rapport au travail doctoral, avec les défis, difficultés, les atouts et puis les éléments facilitateurs. Ensuite, par rapport au premier pas dans la carrière, une fois en poste donc. Pareil, avec les difficultés, frustrations d'un côté et puis les atouts, satisfaction. Et un petit spoiler, ils sont tous très contents d'être là où ils sont actuellement. Et puis enfin, la façon dont ces PDC articulent ou n'articulent plus ou moins bien leur ancien métier avec le nouveau. Alors, notre étude nous a permis d'identifier, Marie-Pierre l'a évoqué, les motivations, les raisons pour lesquelles les praticiens s'engageaient dans cette reconversion professionnelle vers l'enseignement et la recherche. Alors, pour distinguer ces motivations, on a identifié 2 périodes, celle préalable à la thèse et celle après la thèse, une fois inscrit et une fois le doctorat obtenu. Alors, avant la thèse, on distingue 3 motivations qu'on peut qualifier d'intrinsèques, c'est-à-dire qu'elles motivent personnellement par le plaisir recherché ou procuré par l'activité. La première motivation est liée à un besoin qui est exprimé comme tel par les PDC de stimulation intellectuelle. La plupart des PDC interrogés font en effet état d'une forme d'ennui professionnel, d'une impression de tourner en rond dans leur poste ou dans leur organisation et d'un besoin de se nourrir intellectuellement. Et ce sentiment de lassitude s'accompagne souvent d'interrogations sur le sens de leur travail et se couple aussi à la recherche d'une utilité sociale, notamment par le choix d'actions orientées plutôt vers l'intérêt général plutôt que celui d'une entreprise en particulier. Il y a certains PDC qui nous ont également fait part d'un retour vers des aspirations anciennes vers l'enseignement. Et ces aspirations étaient souvent présentes depuis l'enfance et elles s'inscrivent pour certains d'entre eux dans une filiation et elles reviennent alors à ce stade de leur vie et de leur carrière. À ces motivations personnelles se combinent des facteurs externes, des motivations extrinsèques qui conduisent le PDC à changer de vie professionnelle en s'orientant vers la thèse. Certains facteurs que l'on peut qualifier de négatifs sont liés au dysfonctionnement de l'entreprise, à la dimension politique des organisations, au conflit de valeurs induit et sont généralement évoqués comme autant d'éléments déclencheurs à l'entrée en recherche. Parfois même, il peut s'agir d'un contexte économique défavorable, de fait de plans sociaux, de restructuration ou d'incertitudes qui vont inciter le PDC à repenser son avenir professionnel. Dans d'autres cas plus extrêmes encore, des situations de discrimination, de traitement inéquitable, voire de harcèlement ont pu conduire certains PDC à s'extraire de leur organisation et plus largement en fait de leur monde professionnel. Et dans ce cas-là, l'univers académique et la recherche offrent une porte de sortie qui répond à leurs aspirations. Alors sur une note plus positive, l'entrée en recherche est parfois provoquée par un contact avec le monde académique. Il peut s'agir d'une rencontre avec des acteurs du monde de la recherche, des professeurs, des chercheurs, dans le cadre d'un projet professionnel. Ou dans le contexte d'une reprise d'études antérieure à sa formation doctorale, d'ailleurs qui témoigne d'une forme d'appétence préexistante pour l'acquisition de nouvelles compétences. Alors, une fois rentré en recherche, inscrit en doctorat et jusqu'à la fin de la thèse, c'est la découverte, l'approfondissement des concepts et des théories qui vont constituer des éléments motivationnels fondamentaux pour poursuivre le projet de reconversion.
En effet, l'ensemble des praticiens devenus chercheurs nous ont partagé leur enthousiasme devant leurs nouvelles connaissances théoriques, enfin les nouvelles connaissances théoriques qui éclairent en fait des situations pratiques vécues, éprouvées. Et certains évoquent même la naissance d'une véritable passion alors que tous en fait partagent un sentiment de satisfaction intellectuelle suscité par ces découvertes. En lien avec la motivation intrinsèque liée à une vocation préexistante pour l'enseignement, les PDC soulignent également l'épanouissement dans l'activité de transmission et en particulier la satisfaction de partager les connaissances liées à leur expérience professionnelle. Et puis en complément de ces motivations, ces éléments de motivation personnelle, il est important aussi que pour s'engager à long terme dans cette carrière, bien le sujet de débouché est particulièrement important pour ces praticiens qui ont déjà une carrière avancée. Ils doivent rentrer une seconde fois sur le marché du travail, celui de l'enseignement et de la recherche donc, et si cela est rapporté comme un sujet stressant pour la plupart d'entre eux, ils sont prêts à en payer le prix, mais ce prix est souvent associé au gain d'autonomie et de liberté, qui sont deux caractéristiques du métier d'enseignant-chercheur et que les PDC commencent à expérimenter et à apprécier dans leur parcours doctoral. Ainsi, on observe une évolution des motivations entre précédant la thèse, pendant la thèse, après la thèse. Avant la transition vers la recherche, les motivations sont principalement extrinsèques négatives. En fait, c'est une fuite des contraintes, voire des pressions complétées par des motivations intrinsèques de remise en question, que l'on peut qualifier peut-être d'existentielles. Pendant la transition, on observe une évolution vers des motivations personnelles plus positives, la découverte, la passion, l'épanouissement intellectuel, qui deviennent dominantes. Avec un maintien de certaines motivations pragmatiques, trouver un poste, développer la liberté, l'autonomie dans son travail. Donc en fait, on a une transformation, un passage de la contrainte à la passion avec des motivations négatives initiales qui se transforment en un engagement positif par et pour la recherche. Alors, à partir des résultats sur l'expérience, le parcours, le profil des PDC que vous pourrez retrouver de façon plus détaillée à la lecture de l'étude pour celles et ceux qui le souhaitent, nous avons dégagé des recommandations pratiques qui visent en fait à faciliter l'intégration des anciens praticiens dans le monde académique, tout en valorisant leurs apports spécifiques. Donc ces propositions elles vont venir s'adresser aux individus directement concernés, on pense donc aux PDC eux-mêmes et à leurs encadrants, mais aussi aux collectifs de recherche, les communautés scientifiques, les laboratoires, et les responsables et décisionnaires au sein des institutions de recherche. Nous proposons au total 6 recommandations, une au niveau individuel, 2 au niveau collectif et 3 au niveau institutionnel. Pour commencer avec la première recommandation, donc au niveau individuel, elle préconise aux PDC de développer une posture réflexive et de rechercher des soutiens académiques dans leur nouvel environnement. Ça passe principalement par le fait de privilégier donc une posture d'humilité et d'apprentissage, d'accepter de retrouver un statut de novice et d'apprenant dans un univers souvent totalement méconnu et dont ils ne maîtrisent ni les codes ni les usages. Ça permettra aux PDC, aux praticiens souhaitant devenir chercheurs, d'adopter un positionnement distancié par rapport à son expérience d'ancien praticien. Et donc finalement aussi de s'éloigner des préconceptions qu'il a pu construire à travers ce passé praticien, et in fine d'éviter les biais issus de la familiarité, ce qui va lui permettre d'ouvrir la porte à de nouvelles interprétations et d'ancrer ses travaux dans une rigueur méthodologique plus solide. Ces éléments de posture sont fondamentaux pour le PDC et viennent composer un bagage académique qui lui sera indispensable en tant qu'enseignant-chercheur. Pour aider à cet apprentissage, un système de compagnonnage pourrait être imaginé pour faciliter l'entrée et l'intégration progressive des praticiens dans le monde de la recherche, en offrant finalement des espaces d'apprentissage aux côtés des chercheurs académiques qui, eux, maîtrisent bien les codes, les rites de passage et les méthodes, et qui pourront les aider à trouver leur place au sein de la communauté scientifique.
Au niveau collectif, notre principale recommandation, qui s'articule autour de 2 sous-recommandations, est de favoriser l'intégration des PDC et l'imprégnation réciproque. Tout d'abord, au niveau des communautés scientifiques, cela peut consister à poursuivre la mise en place de lieux de réflexivité collective, des séminaires, des groupes de pairs, des ateliers, des tracts dédiés en colloque, des webinaires comme celui d'aujourd'hui, où les enseignants-chercheurs au parcours différencié, et c'est cette richesse bien sûr qui fait tout l'intérêt de ces échanges, peuvent confronter leur expérience et contribuer ainsi à une intelligence collective du métier académique enrichie par cette diversité d'ancrage. Et à ce titre, l'accès à des instances en amont de l'entrée en recherche ou au tout début du doctorat pourrait permettre aux praticiens de mieux comprendre les réalités du métier d'enseignant-chercheur avant de s'engager dans cette nouvelle voie professionnelle. Alors, plus globalement, il peut s'agir de favoriser les projets de recherche, d'enseignement, mais aussi d'innovation pédagogique qui mobilise l'expertise professionnelle des praticiens devenus chercheurs. Et ça peut être le cas des articles écrits avec des praticiens, ce qui se fait de plus en plus d'ailleurs, au sein des équipes de recherche et des laboratoires de recherche qui accueillent ce type de profil. On avance aussi dans notre rapport que les équipes de recherche dans les universités, les écoles et laboratoires ont un rôle à jouer pour créer des liens avec le monde de l'entreprise et particulièrement en sciences de gestion. Et les profils de praticiens chercheurs et leur réseau professionnel représentent en fait une ressource intéressante pour faciliter ces échanges entre savoir théorique et réalité du terrain. Cela peut donner lieu à des programmes ou des projets menés en partenariat avec des professionnels ou des organisations et qui deviennent alors des terrains de recherche permettant de renouveler et diversifier les travaux. Et dans ce cadre-là, les praticiens devenus chercheurs jouent un rôle de facilitateur, de passeur pour concrétiser des projets collaboratifs, organiser des conférences métiers, mettre en place des dispositifs de recherche-action. Ils s'appuient sur leur ancienne pratique, leur réseau, les organisations où ils ont acquis leur expérience professionnelle au profit de l'enseignement et de la recherche. Alors, un autre niveau de réflexion concerne la formation à la recherche, donc au niveau des masters recherche et des écoles doctorales, bien sûr. Donc là, il faut sans doute différencier entre les écoles doctorales ou les masters, puisque certains ont l'habitude d'avoir des doctorants de ces profils et d'autres beaucoup moins. Donc le point clé ici qu'on met en avant, c'est vraiment d'avoir conscience de la spécificité de ces profils par rapport aux autres, en particulier d'être conscient que ces doctorants ont une apparence de seniorité, certaines caractéristiques de seniorité, mais pas toutes, et qu'ils sont juniors par d'autres aspects. Donc, il y a 3 points qu'on a soulignés. Alors, d'abord, plusieurs répondantes, puisqu'il s'agit uniquement de femmes qui en ont parlé, parmi nos répondants en tout cas. Elles ont manifesté l'importance de l'entraide entre praticiens devenant chercheurs ici, dans le travail doctoral, et puis même ensuite dans la recherche de poste et les débuts de carrière. Donc, on peut suggérer ici une réflexion sur les espaces de partage entre pairs, évidemment à des horaires adaptés pour ces personnes. Alors, bien évidemment, l'institution ne peut pas se substituer à l'informel, puisque, a priori, entraide et soutien sont des choses qui ne se décident pas, mais peuvent au moins mettre en place des formules pour les encourager. Alors ensuite, un autre point clé qui est ressorti, c'est l'importance, le rôle très très important du terrain professionnel antérieur, évidemment, dans le travail doctoral, avec un risque méthodologique qui est très fort d'imposer inconsciemment ces préconceptions issues du monde professionnel. Donc là, vous avez une citation d'un des directeurs de recherche interrogés sur cet aspect-là. Donc, nous suggérons peut-être un travail spécifique sur ce point-là au sein de la formation doctorale. Et puis enfin, on constate aussi que certains éléments de la culture académique ne sont pas du tout explicités. Alors ici encore, c'est probablement parce que ça apparaît évident aux enseignants-chercheurs qui sont en poste,
Et c'est beaucoup peut-être moins explicité aux praticiens, aux anciens praticiens qu'aux jeunes doctorants, à cause de cette apparence de seniorité. Hein, à titre d'exemple, une des répondantes là indiquait qu'elle pensait qu'une audition c'était comme un entretien d'embauche. Elle a été assez étonnée. Voilà, mais il y a d'autres points que ces auditions. Donc nous suggérons qu'il pourrait être fait des ateliers ou en tout cas des éléments très explicites concernant ces sujets qui sont parfois plutôt laissés à la libre appréciation des directions de recherche et avec de ce fait une grande différence suivant les encadrants. Pardon. Donc, je vais poursuivre avec une deuxième série de recommandations au niveau institutionnel qui vise donc à promouvoir la formation doctorale auprès des praticiens. Alors, aujourd'hui, effectivement, quand on parle d'engagement dans l'enseignement supérieur et la recherche, on a souvent en tête une image assez classique de celle d'une vocation précoce avec une trajectoire assez linéaire où l'on passe directement du master au doctorat, puis à une carrière académique. Donc cette représentation dominante, elle a tendance à masquer, à invisibiliser en fait ces deuxièmes carrières des praticiens qui souhaitent devenir chercheurs. Dans ce contexte, il serait donc vraisemblablement intéressant de développer des plans de communication au niveau national afin de valoriser ces parcours et de montrer qu'ils sont possibles et surtout qu'ils constituent une voie légitime d'accès à l'enseignement et la recherche. Alors, ces plans de communication pourraient s'appuyer tout d'abord sur les motivations dont on a parlé tout à l'heure et les atouts des praticiens qui souhaitent devenir chercheurs. Nos entretiens font ressortir notamment le désir de partager des connaissances acquises sur le terrain et le sentiment de légitimité, comme c'est indiqué là sur un verbatim, que les PDC ressentent au contact des étudiants. Et puis par ailleurs, leurs compétences organisationnelles et leur expérience managériale sont souvent reconnues comme des atouts importants par eux-mêmes, mais également par les non-PDC et également par les directeurs de recherche que nous avons interrogés. Elles permettent par exemple de prendre rapidement des responsabilités pédagogiques ou administratives et de répondre ainsi à des besoins, comme nous l'avons dit au début, à des besoins concrets d'encadrement dans les différents établissements. Et deuxième point, comme cela a été évoqué également, la communication, elle doit évidemment permettre des échanges et donc éventuellement de diffuser des portraits de PDC, des retours d'expérience qui pourraient inspirer des praticiens qui souhaiteraient aujourd'hui devenir chercheurs et qui peut-être ne se l'autorisent pas ou ne connaissent pas bien comment les choses doivent se passer. Alors au-delà de ça, évidemment, il faut aussi avoir une communication transparente et claire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas obstruer les difficultés de cette trajectoire. Comme le souligne l'ensemble de nos répondants, qu'il s'agisse des PDC, des non-PDC et des directeurs de recherche, les exigences méthodologiques et théoriques élevées de la formation doctorale constituent souvent un défi majeur pour cette population. Et puis par ailleurs, entrer dans une démarche de recherche implique souvent de désapprendre certains réflexes issus du monde professionnel. Et enfin, il y a la question du temps. Entrer dans la recherche, c'est un temps long qui diffère fondamentalement du temps de l'entreprise. Et pour certains, ce passage est un peu compliqué. Donc finalement, l'enjeu de la communication n'est pas seulement de rendre ces trajectoires visibles, mais aussi de les présenter de manière équilibrée, en valorisant le rapport, tout en reconnaissant clairement les défis que cela implique. Pour cette dernière recommandation, nous allons aborder le sujet des politiques RH. Alors rappelons tout d'abord qu'avant la thèse, les praticiens devenus chercheurs ont déjà construit une vie professionnelle, une expérience professionnelle substantielle et une identité afférente. Ils occupent souvent des fonctions de cadre expérimenté, avec les rémunérations qui vont avec, une certaine reconnaissance sociale. Et également, ils ont une vie de famille, des emprunts immobiliers, etc. Donc, ils ont déjà en fait un passé, une vie construite à la fois personnelle et professionnelle.
Et pendant la thèse, cette transition vers l'académique est vécue à la fois comme une rupture matérielle, mais aussi symbolique. C'est-à-dire que l'entrée en doctorat, elle s'accompagne très fréquemment avec une baisse de revenus conséquente. Le salaire peut être jusqu'à diviser par 2, dans un contexte où justement les praticiens devenus chercheurs assument déjà beaucoup de charges. Faute de contrats doctoraux adaptés aux besoins notamment financiers de ce profil, beaucoup recours à d'autres modes de financement, autofinancement sur épargne. On va aussi avoir le recours aux allocations chômage, à des vacations, aux postes de Prague, mais c'est pas les seuls évidemment, voire, et ça c'est un point important, un maintien d'une activité professionnelle à temps partiel ou à temps complet. À cela s'ajoute un déclassement symbolique qui est lié au passage de statut d'expert à celui de novice. Nous l'avons vu précédemment, comme l'a dit Norelia. Donc cette phase constitue vraiment un point de tension pendant la thèse de repositionnement identitaire pour le praticien devenu chercheur. Alors après la thèse, d'autres désajustements institutionnels émergent, notamment autour des rémunérations et des systèmes de carrière. À l'université, par exemple, la reprise d'ancienneté de cette pratique antérieure à l'activité académique et la formation doctorale est marquée quand même par un flou important, avec des interprétations locales très hétérogènes, notamment de l'application du fameux article 12. La valorisation de cette expérience antérieure est tout aussi variable en école de management, allant d'une reconnaissance complète à une absence totale de prise en compte. Donc c'est vraiment très 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 variable. Il est difficile aussi d'y voir clair avant d'être intégré au sein de ces institutions, de voir clair sur le niveau de rémunération que l'on va obtenir à la fin. Au-delà de la rémunération, les débuts de carrière académique peuvent être aussi marqués par une faible reconnaissance du passé professionnel, qu'il faut même parfois cacher pour éviter toute forme de suspicion par les pairs. Et là, évidemment, l'entrée tardive au sein de la carrière académique limite mécaniquement l'accès aux niveaux les plus élevés des échelons de la hiérarchie avant la retraite, avec un risque même de stagnation, notamment pour ce passage vers le professorat émérite. En conclusion, l'enjeu dépasse largement en fait la période seulement doctorale. Il touche finalement globalement à la cohérence de la trajectoire de carrière du PDC. Donc cela invite à une réflexion institutionnelle de fond pour clarifier les cadres existants et adapter éventuellement les politiques RH pour que cette expérience professionnelle antérieure ne soit ni un passé toléré, ni un passif à cacher, mais vraiment une expérience professionnelle à considérer. Donc pour terminer, on vous propose une petite infographie conclusive où à gauche du pont, vous voyez, on aimerait faire un zoom en fait sur le choix finalement des sciences de gestion par les praticiens chercheurs, et c'est pour ça d'ailleurs que les praticiens devenus chercheurs constituent un vivier réel pour des doctorants, parce que ce choix il n'est pas anodin. Pour les praticiens devenus chercheurs, les sciences de gestion constituent une discipline au carrefour de la théorie et de la pratique, qui permet une continuité biographique de leur expérience antérieure, justement, plutôt qu'une rupture radicale. Donc ce choix, il est réel, il est pensé et il constitue un véritable avantage pour notre discipline, finalement. Puisque l'expérience professionnelle antérieure, elle n'est pas effacée, elle peut être vraiment mobilisée, elle peut être retravaillée, elle peut être théorisée. Et d'ailleurs, pour beaucoup, la découverte des théories que la communauté a pu développer et mettre en valeur agit vraiment comme une véritable révélation intellectuelle pour beaucoup de praticiens devenus chercheurs, en donnant enfin des clés de lecture à des situations qu'ils ont pu vivre et qu'ils ont parfois vécues vraiment avec beaucoup de frustration. Le deuxième point concerne la bascule des motivations que nous avons vu tout à l'heure avec Anaïs, donc je ne vais pas revenir dessus en détail, mais ce qu'on peut dire, c'est que la thèse, elle joue vraiment un rôle de transformation. On passe d'un projet de reconversion professionnelle un peu plus instrumental ou mécanique vers un engagement réel dans la recherche et la transmission. Et en dernier lieu, le bout du pont met en évidence les arbitrages propres à la carrière académique. Les difficultés sont bien identifiées, nous en avons parlé, la question de la rémunération, la reconnaissance inégale de l'expérience, un apprentissage parfois rude des codes académiques. Mais ce qui ressort quand même très fortement de nos données, ce sont les sources de satisfaction.
La liberté académique est centrale, autonomie, absence de hiérarchie, possibilité de mobiliser dans ses enseignements son expérience passée, capacité à définir ses axes de recherche et ses priorités. Donc ça, c'est un avantage réel de la profession. Donc la stimulation intellectuelle est vraiment décisive. Beaucoup de praticiens devenus chercheurs disent se sentir enfin au bon endroit, mais même en arrivant finalement tardivement dans l'académique. Donc pour celles et ceux qui le souhaitent, le rapport détaille vraiment de manière approfondie avec moult verbatim les résultats et les retours des PDC, non PDC et DDR pour illustrer notre propos. Donc n'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez des questions très spécifiques et que vous n'avez pas eu le temps de les poser aujourd'hui. Mais en tout cas, là, nous avons encore plusieurs minutes pour répondre à vos questions et nous serons ravis de le faire. Merci beaucoup. Nous avons effectivement, merci pour votre présentation et d'avoir joué le jeu à la fois de la présentation et de la rédaction de l'étude. Nous avons effectivement un certain nombre de questions. Alors deux, je vais commencer, même si elles ne sont pas directement au cœur de votre présentation, qui évoquent les CIFRE, donc les thèses qui sont financées en entreprise. Une, pour s'étonner que l'étude n'ait pas repris les CIFRE a priori dans son champ, alors que le lien entre la pratique et le monde de la recherche est constitutif des CIFRE, et une deuxième plus spécifique sur est-ce que aussi c'est difficile de faire carrière pour des CIFRE. Alors, j'aurai des éléments de réponse sur les deux, mais je préfère vous laisser répondre avant. Oui, je vais me permettre de prendre le point. Alors, pour le choix de ne pas inclure les CIFRE, c'est tout simplement parce que notre étude ne porte pas sur le pont entre pratique et recherche. Évidemment, ce n'est pas que les praticiens devenus chercheurs qui font ce pont, loin de là, donc c'est pas du tout l'objet. L'objet, c'est vraiment d'étudier les profils de personnes qui ont une expérience antérieure praticienne hors formation doctorale. Or, le CIFRE s'inscrit pleinement dans la formation doctorale, et d'ailleurs, le sujet des rémunérations, on le sait bien, les CIFRE sont pris en considération comme étant une expérience antérieure dans l'académique. Donc c'est pour ça qu'on a exclu les CIFRE dans notre scope pour prendre en considération les praticiens devenus chercheurs. Voilà. Sachant qu'on sait que le CIFRE est une expérience en entreprise avec un pont pratique-recherche également. Merci. Et la deuxième question, c'était sur... Je vais y venir. J'ajouterais que effectivement, c'était pas le même champ, que ça peut me donner des idées pour d'autres études à l'avenir, parce que je crois qu'effectivement, nous ne sommes pas très informés sur le devenir des CIFRE par rapport aux autres dans le cadre du parcours doctoral. Et pour ce qui est de la carrière, là non plus, nous n'avons pas vraiment de chiffres. Moi, j'ai connaissance de collègues très prestigieux qui ont fait leur thèse en CIFRE et qui ont connu des carrières d'enseignants chercheurs particulièrement réussies. Mais l'exemple ne vaut pas preuve et donc ça appelle sans doute d'autres investigations. Alors, ensuite, nous avons une question qui est plus sur et c'est vrai que ce point vous l'avez pas abordé en tout cas dans la présentation orale. C'est est-ce qu'il faut des directeurs, si je reprends le texte, est-ce qu'il faut des directeurs de thèse spécifiques pour encadrer des professionnels, ou est-ce que, j'élargis un peu la question de Julien Viguier, ou est-ce qu'il faut des directeurs de thèse, enfin n'importe quel directeur de thèse, et est-ce qu'il y a un accompagnement spécifique que ces directeurs de thèse doivent conduire? Ça, vous avez plutôt répondu, mais c'est plutôt sur le profil du superviseur. Alors, personne n'ouvre son micro. Non, si, je veux bien tenter le coup. Le profil du superviseur, non, a priori, enfin, les autres pourront dire s'ils ne sont pas d'accord avec moi. Je pense que c'est peut-être mieux un superviseur expérimenté plutôt qu'un superviseur qui vient tout juste de commencer. Après, évidemment, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un superviseur qui lui-même a été ancien praticien, hein, mais voilà, je dirais peut-être plutôt cela, et puis quelqu'un d'ouvert évidemment à ses profils, mais à partir du moment où il accepte, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Je ne sais pas si mes collègues veulent compléter cette réponse. Ça complet, personnellement. Ok. Très bien, merci beaucoup. Alors, je ne les prends pas forcément dans l'ordre, hein, les questions telles qu'elles ont été
telles qu'elles ont été posées. Il y a la question du DBA qui, je pense, apparaît déjà 2-3 fois ici. C'est d'une part pour préciser si le DBA faisait partie du champ de votre étude, si non, ce qui je crois est le cas, pourquoi et pourquoi ce n'est pas selon vous le même type de parcours? Pour répondre rapidement sur les DBA, on a fait le choix des exclure puisque, alors après c'est peut-être notre terminologie aussi praticien devenu chercheur qu'on devrait modifier en praticien devenu enseignant-chercheur. Donc l'objectif, c'est à la fin une reconversion professionnelle vers l'enseignement et la recherche. Or, le DBA est une formation qui permet à des praticiens de valoriser leur expérience professionnelle, de passer aussi des caps vers des postes de dirigeants, voilà, mais au sein même de l'entreprise. Donc la vocation n'est pas la même. Avec un DBA, on peut pas, par exemple, être certifié CNU à l'université. Voilà, donc on n'a pas forcément la même ambition vers l'académique ou vers une valorisation professionnelle et une perspective de carrière, toujours dans le monde praticien, avec des ponts toujours possibles, évidemment. Mais là, c'était pas l'objectif de l'étude, d'où l'exclusion des DBA. Alors, une autre question de Jean-Pierre Elfer, qui pose la question de différence entre les chercheurs qui ont quitté la pratique récemment et ceux qui l'ont quitté depuis plusieurs années. C'est-à-dire que, bien qu'il y ait éventuellement des origines de praticiens pour l'ensemble de la population, est-ce qu'à force d'être un enseignant-chercheur, les différences s'estompent pour devenir plus un enseignant-chercheur qu'un ancien praticien? Oui, alors oui et non, c'est-à-dire que c'était assez étonnant. Sur certains aspects, bien sûr, ça s'estompe. En particulier, par exemple, les réseaux anciens. Certains nous ont dit, bon, au tout début, j'avais encore plein de mes réseaux que je pouvais solliciter très facilement, etc. Et puis, au fur et à mesure, les gens commencent à vous oublier. Au niveau aussi de l'intégration d'une identité professionnelle. Certains nous ont dit, bon, c'est marrant, mais progressivement, je me sens être complètement chercheur et de moins en moins ancien praticien. Mais malgré ça, on peut noter quand même que, y compris pour des personnes qui sont devenues enseignants-chercheurs depuis donc plus de 10 ans, c'est parfois 20 ans, c'est les mêmes points sur les difficultés qui ressortent que sur les tout récents. Donc ça n'avait pas été oublié d'une certaine façon. Voilà, globalement oui, mais malgré tout il y a une sorte de continuum et c'est une identité une double identité en quelque sorte qui demeure. Alors, on a une question sur le devenir, parce qu'on a parlé des praticiens qui devenaient chercheurs, mais tous ne deviennent pas enseignants-chercheurs, tous et toutes ne deviennent pas enseignants-chercheurs à l'issue du parcours. Et donc, est-ce que vous avez des indications sur ceux qui ont fait la thèse, mais qui ne sont pas devenus enseignants-chercheurs dans la foulée? Alors, il y avait une autre question, mais qui est plus une question générale sur la publication dans les articles académiques joints à la question, sur la probabilité de trouver un poste d'enseignant-chercheur en relation avec la publication d'articles académiques, mais qui dépasse sans doute un petit peu la présentation de ce jour. Donc sur les... Anaïs? Oui, alors notre étude est circonscrite à l'entrée dans l'enseignement et la recherche. Donc c'est vrai que délibérément, ne s'est pas posé la question de ceux qui ne rentraient pas dans qui n'embrassaient pas cette carrière d'enseignant-chercheur. Même si parmi les co-auteurs, on a Norélia Voiseux qui, après une thèse de doctorat, un postdoc, est finalement retournée dans la pratique. Donc on peut pas tellement, on n'a pas mesuré ça et je pourrais pas vous en dire davantage. Sur la deuxième partie de la question qui concerne les publications et la recherche d'un poste, quand on cherche donc à embrasser cette carrière, à rentrer dans l'enseignement et la recherche, en fait notre étude consiste à dire peut-être deux choses principales. La première, c'est qu'il faut se préparer comme un jeune doctorant qui voudrait rentrer, qui devient docteur et qui voudrait rentrer sur ce monde du travail-là, avec ces nouveaux codes, ces nouvelles règles et cette nouvelle façon de mesurer la performance. Et un profil attractif, c'est un profil qui publie, qui fait des travaux de qualité. Et dans le même temps,
est évidemment valorisé, alors pas forcément dans la rémunération, et ça c'est un des points qu'on a pu souligner dans la dernière partie de la présentation, mais valoriser cette expérience professionnelle et peut constituer un véritable atout pour rentrer sur le marché du travail qui est extrêmement compétitif, que ça soit en école et à l'université, parce que cette expérience témoigne de compétences managériales, notamment à l'issue de 5 voire plus années d'expérience, qui sont valorisées au sein des institutions. Donc en fait, c'est jouer le jeu qui est celui du marché du travail des enseignants-chercheurs et dans le même temps aussi capitaliser, alors avec humilité bien sûr, sur des compétences qui auraient-on développées spécifiquement dans le cadre de notre expérience, de l'expérience de praticien. Alors, merci. Maintenant, une question très quantitative. Pardon. Si je peux ajouter ou compléter un peu ce que vient de dire Anaïs. Alors, c'est vrai que l'objectif n'était pas d'avoir des informations sur les enseignants, enfin, sur les personnes qui ont une thèse et qui ne seront pas devenus enseignants-chercheurs, mais dans la première partie quantitative, lorsque l'on a utilisé la cohorte des enseignants, des docteurs de 2020. Là, effectivement, on se rend compte que quand on focalise, ce que je disais tout à l'heure, quand on focalise sur les 32 ans et plus, on a effectivement 30% de ces individus docteurs qui sont devenus enseignants-chercheurs. Et on se rend compte, au travers des données que l'on avait, qu'il y a aussi 30% des docteurs de 2020 qui ont finalement rebasculé vers une carrière en entreprise, donc de praticien. Et le dernier tiers, en fait, ça correspondait à des gens pour lesquels on n'avait pas suffisamment d'informations dans LinkedIn pour les caractériser et dire si finalement ils avaient suffisamment d'ancienneté pour être considérés comme praticiens-chercheurs. Voilà, évidemment, ça reste uniquement sur la cohorte de 2020, mais ça donne peut-être quelques indications sur la part des docteurs qui finalement ne basculent pas en tant qu'enseignants-chercheurs et retournent vers une carrière en entreprise. Merci. Sur justement le devenir, il y avait une question très quantitative. En gros, ça paye combien à la sortie d'être un praticien devenu enseignant-chercheur? Parce qu'il demande, en gros des éléments concrets sur les rémunérations après l'entrée comme enseignant-chercheur. Je connais la réponse, mais je vous laisse la donner. Donc, Oui, alors c'est une bonne question. C'est difficile de savoir. Voilà, il y a des grilles. Les reprises d'ancienneté, on l'a dit, ne sont pas uniformes. Donc c'est très difficile de dire ça paye combien. En plus, entre école de management et université, on n'est pas sur les mêmes grilles. Donc désolé, je botte en touche, mais je n'en ai vraiment aucune idée. Voilà, c'est un peu au cas par cas. Donc peut-être que Jérôme, avec votre vision justement plus ça oui, il y a aussi un témoignage sur la reprise d'ancienneté d'un spectateur anonyme sur le fait que l'université n'a pas voulu, et vous le mentionnez dans votre étude, reconnaître son ancienneté, et ça c'est très au cas par cas, localement, comme vous le dites bien dans votre étude. Après, quand on rentre dans le secteur public, il y a une grille qui, elle, est totalement transparente. Il va y avoir une directive pour que toutes les entreprises de plus de 100 salariés fassent la transparence des salaires. Dans la fonction publique, on avait au moins cette avance-là, c'est qu'effectivement, les grilles salariales sont totalement transparentes, et dans les écoles, elles ont aussi en général des grilles salariales, mais il y a un aspect négociation qui est plus fort que dans la dimension publique lorsque vous rentrez en termes et ça s'exprime pas en reprise d'ancienneté, c'est-à-dire qu'ils vont pas forcément compter le nombre d'années comme on va le faire du côté public. Ça reste plus globalisé en termes de négociation avec les écoles, de reprendre. Alors c'est pas, d'ailleurs on parle pas d'ancienneté, c'est qu'on achète de l'expérience en gros, donc plus que du temps et d'une expérience qui est censée être utile à l'établissement qui recrute. Alors, il y avait une autre question. Pardon, Oui. juste pour compléter, je voulais rajouter par rapport à la question de la rémunération dans le public, qu'il faut faire attention à ne pas uniquement regarder les grilles qui sont parfaitement publiques, mais penser qu'il y a quand même quelques compléments à ces rémunérations, notamment une prime mensuelle qui est quand même de l'ordre actuellement de 450 € pour tout le monde, plus en gestion de façon assez systématique, sauf si on le refuse, un certain nombre d'heures complémentaires qui peuvent rajouter quand même quelques milliers d'euros par an.
voire bien largement cela. Voilà, donc il faut quand même faire attention, je parle là de l'université, dans le décryptage de la rémunération. Hein, ça peut être un peu plus que ce que ça en a l'air sur le papier. Alors, il y a encore pas mal de questions. Il y a une suggestion d'élargir la comparaison avec l'étranger en Europe et aux États-Unis. Alors, je parle sous le contrôle des auteurs, mais ça a déjà été compliqué d'avoir des informations sur la France. Donc, et puis la FNEJ, de toute façon, son champ, c'est la France. Donc, pour nous, on va s'en tenir là. Donc, si d'autres veulent prendre le relais, pour tout vous dire, j'envoie toutes les études et observatoires que fait la FNEJ à nos équivalents dans le monde au travers du réseau Equal, et je leur dis, si vous voulez refaire les mêmes études, il y a pas de souci, vous mettez en contact avec les auteurs et ça devrait bien se passer. Je rencontre assez peu de succès dans le cadre de cette démarche d'extension de nos études auprès de structures similaires, parce qu'elles sont pas forcément exactement pareilles à la FNEJ. Alors toujours, est-ce que vous avez aussi constaté, on est toujours dans l'après, dans l'après-thèse, qu'il y a un certain qui continue à poursuivre une espèce de mix entre recherche et enseignement et une participation importante à des activités professionnelles sous la forme de consulting ou autres, essayant de valoriser la double compétence qui est la leur. J'ai le silence le plus complet devant moi. Je veux bien répondre partiellement à cette question. C'est vrai que parmi les répondants, on a pu avoir quelques répondants qui nous ont fait état d'une poursuite d'activités de type consulting, peu après être rentrés, d'avoir embrassé cette carrière d'enseignement et de recherche. Mais ça ne dure qu'un temps. C'est-à-dire que il nous est quand même fait état d'une difficulté d'être à la fois dans la pratique même consultative, hein, et dans une forme de réflexivité qui conduit en fait à être un peu schizophrénique devant des objets organisationnels qu'il faut traiter comme consultant et en même temps comme chercheur, parce que une fois que le cerveau et que des réflexes de chercheurs ont été mis en place, on s'en départit pas comme ça. Donc voilà, ça a pu nous être rapporté, mais plutôt comme une fin de transition en fait, pour finalement comprendre que c'est difficilement compatible sur le moyen long terme. Alors toujours un peu dans la même idée, on a une question pour savoir est-ce que, en quelque sorte, ces PDC peuvent jouer, une fois qu'ils sont devenus enseignants-chercheurs, le rôle de passeur vers les entreprises pour tout type d'activité, financement de chaires, relations entreprises-établissements. Est-ce qu'ils ont un rôle privilégié à jouer? Ils ont un rôle privilégié dans le réseau et le carnet d'adresses. On voit bien qu'il y a une plus grande facilité à contacter des personnes pour, par exemple, créer des partenariats, monter des projets. Après, je nuancerais les projets de type ANR, de type ERC, sont tellement complexes à monter que un praticien devenu chercheur peut avoir justement des difficultés à comprendre comment monter ces projets. Donc ça fonctionne très bien dans une logique de partenariat avec toujours différents profils, expérimentés en entreprise, expérimentés dans l'académique, expérimentés dans la montée de projet, et une chaire également, c'est très spécifique. Donc dire que le praticien devenu chercheur, pour lui c'est plus facile, non. Dire que le praticien devenu chercheur peut aider en amenant un certain type de compétences, un certain type de réseau, oui, tout à fait. Je sais pas si mes collègues veulent rajouter quelque chose. Oui, je rajoute qu'ils sont plutôt demandeurs de ça. Dans les entretiens, ils sont effectivement, ils sont conscients d'avoir un rôle à jouer pour créer ces ponts entre pratique et recherche, et d'avoir des outils pour le faire, contrairement peut-être à leurs collègues. Et si je peux compléter, il y a aussi un pont qui est fait, alors pour la recherche, sans doute pour trouver des terrains, mais aussi pour la pédagogie, c'est-à-dire que la capacité que ces praticiens devenus chercheurs ont de réaliser des cas, par exemple, mais sont évidemment paraissent en tous les cas plus simples.
Et de la même manière, en école comme à l'université, il y a un certain nombre de challenges qui sont régulièrement réalisés et dans ce cadre-là, les praticiens devenus chercheurs ont, de par leur ancienneté dans le milieu professionnel et entreprises, ont plus de facilité à aller chercher des entreprises qui pourront participer à ces challenges. Merci. Il y avait à nouveau une question sur les DBA, alors je vais répondre moi. Parce qu'on a travaillé sur le sujet à la FNEJ avec des intervenants, on a publié une étude que je vous invite à lire. Tout d'abord, dans les DBA, il faut savoir qu'il y a à boire et à manger, il y a des bons DBA, il y a des moins bons DBA. Vous ne trouverez pas la réponse entre les bons et les moins bons dans l'étude, on n'a pas fait, mais ceux qu'on a utilisés sont a priori de bons DBA pour faire l'étude. Première chose. Deuxième chose, les DBA n'ont pas vocation à former des enseignants-chercheurs. C'est-à-dire que si vous envisagez une reconversion professionnelle pour devenir un enseignant-chercheur, le DBA n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas fait pour ça. Et donc, c'est pour ça aussi que c'était pas dans le champ de l'étude que vous avez aujourd'hui. Ça répond à d'autres types de demandes. Il peut y avoir des points communs de stimulation intellectuelle, de réflexivité, etc. Mais en termes d'objectifs professionnels, les DBA ne sont pas destinés à former des enseignants-chercheurs, mais plutôt à donner à des praticiens expérimentés la capacité, une réflexivité, d'une stimulation intellectuelle autour de leur pratique professionnelle, ce qui n'est pas du tout la même chose. On pourrait faire des thèses de doctorat fondés sur la même chose sans vouloir devenir un enseignant-chercheur. Mais en tout cas, si la reconversion est visée, le DBA n'est pas la bonne solution. Il faut passer par une thèse de doctorat traditionnelle et non pas par un DBA qui a de très bonne qualité, et je vous invite à lire le livre blanc que nous avons publié, si vous voulez en savoir plus, à la FNEJ, mais qui ne répond pas à cette démarche là. Alors, on est presque au bout de la présentation. Alors, on nous demande si parfois les PDC rencontrent des difficultés d'ajustement, mais je crois que vous avez un peu répondu au code et à la structure des universités ou des écoles. Alors, ça fait sourire les différents intervenants, ce que je prends pour un oui. Oui, alors il y a une autre question qui est dans cette mouvance, c'est à titre personnel, qu'est-ce que vous considérez le plus difficile pour passer de praticien à chercheur? Moi, je répondrais vraiment oui, c'est tout l'informel. Tout l'informel, tous ces codes, il faut faire attention quand on rentre dans l'académique, ça prend du temps, le changement culturel par rapport au monde de l'entreprise. Et même le temps de la thèse ne suffit pas parfois à appréhender tous ces codes qui sont, encore une fois, très informels. Et c'est pour ça qu'il faut aller aux réunions, il faut aller en colloque, il faut présenter, il faut vraiment le faire parce que la façon de s'exprimer, mais aussi les relations, c'est très différent du monde de l'entreprise. Et donc, il faut prendre ça en considération et d'où aussi notre recommandation à l'humilité. Parce que c'est ces codes-là qu'il faut prendre le temps d'appréhender. Alors, une question un peu provocante sur le fait que d'inscrire des praticiens en thèse, ça réduirait les possibilités pour les non-praticiens de s'inscrire en thèse, donc les plus jeunes. Je sais pas si c'est pardon. Je sais pas si c'est à nous de répondre, mais je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de jeunes qui se voient opposer à un refus, évidemment, s'ils ont le niveau pour s'inscrire en thèse. Hein. Je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faille le considérer. C'est-à-dire, il n'y a pas une place en thèse. On traverse plutôt une période où il y a moins d'inscriptions en thèse. Donc, les praticiens, au contraire, pourraient servir de vivier complémentaire. Mais jamais, enfin, je pense, hein, jamais ils ne prendront la place de qui que ce soit jeune. Enfin, sauf erreur de ma part, mais il faudrait qu'on ait des exemples précis, là. Non, je pense pas que ce soit là, c'est comme ça que ça se passe, parce que, alors, on a un déficit de soutenance de thèse. Si vous lisez l'Observatoire des thèses que publie la FNEJ, j'en profite pour vendre toutes les études qu'on publie et Observatoire à côté, qui est publié tous les ans. Soit ça baisse, soit ça reste stable, mais une stabilité plutôt à la baisse, le nombre de thèses de doctorat soutenues en France tous les ans. Alors le DBA explique une partie parce que certains qui venaient
pour une thèse sans avoir d'objectif de reconversion de carrière, du coup maintenant se tournent plutôt vers des DBA qui correspondent mieux à leurs attentes que la thèse traditionnelle de doctorat. Mais ça n'explique pas tout. Ensuite, je peux m'exprimer moi en tant que directeur de thèse et j'ai dû encadrer une vingtaine de thèses. La réalité du terrain, c'est que je reçois tous les jours des mails pour me demander d'être directeur de thèse. Et donc, et ça vient du monde entier. Il y a des périodes où il y en a plus, et ça passe à 2 par jour ou 3 par jour. Donc, on est énormément sollicité. Nous n'avons pas une capacité extensive parce que diriger des thèses, c'est consommateur de temps. Ça dépend aussi beaucoup de chacun des thésards qui ont un rapport avec leur directeur de thèse qui est différent. Puis chaque directeur de thèse peut avoir sa vision. Mais le critère de savoir si la personne a travaillé avant ou pas travaillé avant pour sélectionner un thésard n'est pas franchement un critère. C'est-à-dire que c'est est-ce que la personne a un potentiel ou pas pour faire une bonne thèse à la fin, ce qui est souvent difficile à apprécier. C'est pour ça que les anciens masters recherche, il en reste officiellement, le master recherche n'existe plus légalement parlant. Donc il y en a qui ont continué à avoir un format qui ressemble au master recherche. Mais si vous regardez le diplôme reçu à la fin du master, il n'y a pas marqué master recherche dessus, puisque la distinction a été supprimée il y a 15 ou 20 ans. Mais il peut y avoir une certaine inertie à l'université pour maintenir des pratiques et sans pour autant déroger à la loi. Et le master recherche était véritablement à l'époque la façon de sélectionner. C'est beaucoup plus difficile pour nous aujourd'hui en tant que directeur de thèse de sélectionner juste en ayant reçu des CV et fait 2 entretiens. Voilà. Et je pense pas qu'il y ait de discrimination entre les non-praticiens et praticiens. La question, c'est quelles sont les compétences et quel est le potentiel. Ça peut dépendre du type de sujet, du type de matière, du type de perspective épistémologique que vous avez dans le cadre de votre direction de thèse et de l'envie ou pas que vous avez de prendre des praticiens, des non-praticiens. Voilà. Donc c'est très difficile de généraliser là-dessus. Il pourrait y avoir plus de thésards en France qu'il n'y en a. On a un potentiel d'encadrement qui est supérieur à celui qui est réalisé. Et aussi, ça dépend de la liberté académique des superviseurs d'accepter ou pas des thésards. Alors j'ai bien conscience que il reste sans doute des questions très intéressantes. J'ai écarté les questions qui étaient relatives à donner des conseils individualisés pour si j'ai tel diplôme, est-ce que je peux ou etc. Ça, c'était pas l'objet ici de la présentation. Je me fais votre porte-parole pour remercier les intervenants d'aujourd'hui, qui sont aussi les auteurs de la recherche. Je vous rappelle plusieurs choses, c'est que cette étude est téléchargeable sur le site de la FNEJ, donc là vous aurez beaucoup plus, là vous avez une sorte de résumé condensé d'exécutif summary du contenu. Donc je vous invite à la télécharger et à la lire. Vous pouvez, ça m'était demandé je crois dans une des questions, vous pourrez regarder de nouveau la séance de ce jour. Elle sera sur la chaîne YouTube de la FNEJ d'ici la fin de la semaine, et donc vous pourrez, si vous voulez, repasser les différents aspects. Et en dernier point, je voulais vous informer que la prochaine étude FNEJ, puisque ça c'était l'étude 2025, donc l'étude 2026 portera sur l'impact non académique de la recherche, donc tout ce qui ne concerne pas les citations, co-citations, etc., mais l'impact sur la société, sur les entreprises, sur nos étudiants, etc., et que cette étude a démarré. Et donc, je vous donne rendez-vous pour le webinaire de présentation pour ceux qui sont intéressés. Ça passe en lien avec la présentation de ce jour sur l'impact non académique de la recherche, qui sera le prochain thème. Il y aura peut-être un jour les chiffres, mais il faut que je varie les thèmes et les sujets de façon régulière sur ce point. Merci encore et nous vous souhaitons une très bonne après-midi. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.